La date, 28 juillet 1996. L'endroit, 18 mètres au-dessous du niveau de la Manche, au large des côtes du Devon, en Angleterre. Un pêcheur s'apprête à remonter ses filets et à faire une découverte terrifiante. Parmi crabes et poissons, il trouve une prise de taille, le corps d'un homme que rien ne permet d'identifier. La clé du mystère emprisonnée dans les filets se trouve-t-elle dans le fond de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique? Nombre de séries télévisées américaines nous montrent la découverte énigmatique d'un cadavre dans la scène qui précède le générique. Un couple se promène en forêt, des enfants jouent dans un parc, un retraité dépose des ordures dans une poubelle, et tous se retrouvent brusquement confrontés à un corps sans vie. L'histoire que je vais vous raconter utilise également ce procédé. Mais nous sommes dans la vraie vie. Et dans cette affaire, les cadavres ne bondiront pas sur leurs pieds une fois la scène tournée. Quand John Kopic, pêcheur depuis 30 ans, hisse à bord un cadavre, il est face à un dilemme. Ce genre de prise porte malheur. J'avais deux options. Remonter le filet, rejeter le corps à la mer et continuer la pêche. Ou le garder à bord et du coup oublier la pêche et perdre une journée de salaire. Je viens de remonter mes filets à 10 km à l'est de Tinmouth et j'ai un cadavre dans le chalut. Veuillez garder votre position, s'il vous plaît. On envoie quelqu'un. La victime est un homme non identifié entre 40 et 50 ans. D'après son stade de décomposition, le médecin légiste estime que le corps est resté dans l'eau moins d'une semaine. La victime porte une chemise à carreaux blanc et bleu, une ceinture en cuir et un pantalon de velours vert avec les poches retournées. Quand j'ai examiné le corps pour la première fois, j'ai remarqué un tatouage au dos de sa main. J'ai cru qu'il représentait des étoiles et c'est ce que j'ai déclaré dans mon premier rapport. Je n'avais jamais vu de tatouage comme celui-ci, pas sur des Britanniques. Plusieurs blessures sont visibles sur le corps. Des bleus sur la hanche gauche et la jambe, ainsi qu'une entaille de 10 cm à l'arrière de la tête. Il n'y avait pas de fracture du crâne. Quand j'ai examiné son cerveau, je n'ai noté aucune contusion évidente. Alors d'après moi, ce n'est pas cette entaille qui a causé sa mort. Très certainement, le choc à la tête lui fait perdre connaissance, mais la véritable cause du décès est évidente. Il faut regarder les poumons pour savoir si une personne s'est noyée. Et là, ça ne faisait aucun doute. Alors la difficulté n'était pas de savoir de quoi il était mort, mais pourquoi il s'était retrouvé dans l'eau et pourquoi il s'était noyé. Le seul objet distinctif retrouvé sur la victime est une montre de luxe fabriquée en Suisse, une Oyster Perpetual de la marque Rolex, qui s'est arrêtée au 22 du mois. Toutes les Rolex ont une histoire. La société conserve une mine de renseignements sur ses montres dans le monde entier. Chaque montre est numérotée. Ça n'apparaît pas sur la montre, mais des informations précises sont conservées pour tous les propriétaires, pour toujours, dans tous les services de maintenance. La société identifie le propriétaire de la montre comme étant Ronald J. Platt. La famille de la victime est prévenue. Son frère identifie le corps comme étant celui de Ronald Platt grâce au tatouage sur la main, la feuille d'érable du Canada. Ronald Platt est un réparateur de télévision de 50 ans qui est divorcé. Il n'a pas de contact régulier avec les membres de sa famille, ce qui explique qu'il n'ait pas signalé sa disparition. Platt réside dans l'Essex, à plus de 480 km du Devon, où son corps a été découvert. Sur le bail de location de son dernier appartement figure le nom de son garant, un certain David Davis. J'ai appelé David Davis sur son numéro de portable. Malheureusement, je lui ai raconté qu'on avait retrouvé un corps dans la mer et qu'on pensait que c'était celui de son ami Ronald Platt. Davis raconte à la police qu'il est ami avec Ronald Platt, mais qu'il ne l'a pas vu depuis plus de 3 mois. David Davis est un conseiller financier à la retraite de 50 ans, Canadien d'origine, qui réside en Angleterre avec sa femme de 21 ans, Noël, et leurs 2 filles.
Davis et sa famille vivent dans le petit village de Woodham Walter, dans une impasse au bout de Little London Lane. Quand les policiers vont interroger Davis en personne, ils font l'erreur de frapper à la mauvaise porte. Un homme âgé ouvre la porte. Non, ce n'est pas la ferme de Little London là-bas, leur dit-il en indiquant la maison voisine. Là-bas, c'est la ferme de Little London. Alors le policier lui demande si c'est là que Davis habite. Et le vieux monsieur répond « Non, 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 David Davis ne vit pas ici. Il n'y a pas de David Davis par ici. C'est là que Ronald Platt habite. C'est là qu'il habite avec sa charmante femme et leurs 2 enfants. » Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Vous savez, c'était bizarre. Le type que je croyais être mort et qui avait été identifié comme étant mort était en fait vivant et il habitait Woodham Walter. Mais pourquoi David Davis se fait-il passer pour Ronald Platt? Il y avait clairement un problème. Il fallait qu'on enquête sur David Davis de très près, qu'on découvre qui il était, pourquoi il utilisait une fausse identité et s'il avait quelque chose à se reprocher. Pour des raisons totalement obscures, David Davis, un citoyen canadien qui vit en Angleterre, se fait passer pour Ronald Platt, un homme que l'on a retrouvé au fond de la Manche. Des recherches sur le passé de Davis révèlent des informations dérangeantes. Durant les 3 dernières années, toutes les factures de Davis sont payées par chèque ou carte au nom de Ronald Platt, parfois même après que Platt a été repêché au fond de la mer. Davis rencontre le vrai Ronald Platt grâce à la petite amie de Platt, Ellen Boyce, qui travaille pour David Davis dans la petite société d'investissement qu'il dirigeait à Londres. Ellen Boyce et Ronald Platt rompent par la suite et leurs chemins se séparent. La police découvre aussi que David Davis possède un voilier qui est amarré dans le Devon, à seulement quelques kilomètres de là où le corps de Ronald Platt est découvert. La police consulte les relevés du téléphone portable de David Davis. Il indique que des appels ont été passés du même endroit que celui où le corps de Platt a été retrouvé. Et les appels sont passés à la même époque, en juillet, mois durant lequel le médecin légiste estime que Platt s'est noyé. Davis prétend qu'il n'a pas vu son ami Ronald Platt depuis des mois, mais la police trouve des témoins qui les ont vus ensemble dans la région du Devon peu avant la mort de Platt. De toute évidence, il nous mentait et utilisait l'identité de Ronald Platt, alors ça a changé pas mal de choses. Du coup, j'ai contacté mes collègues de l'Essex pour leur dire de ne plus l'arrêter pour vol et utilisation frauduleuse de chéquier, mais pour meurtre. Le matin d'Halloween 1996, une brigade d'intervention est en place pour arrêter Davis chez lui, à Little London Lane. Contre toute attente, un taxi descend la rue en passant devant les véhicules de police. Davis sort de chez lui et se précipite dans le taxi qui démarre en trombe pour échapper aux policiers. Finalement, une des voitures de police les rattrape. Force le chauffeur à s'arrêter sur le bas-côté. Un policier avec un très gros revolver à la main sort de la voiture. Il pointe directement l'arme à travers la vitre sur le visage de Davis et lui dit « Regardez-moi dans les yeux. Sortez du véhicule tout en me regardant dans les yeux. » David Davis est mis en examen pour le meurtre de Ronald Platt. Dans la maison se trouve la femme de Davis, 21 ans, et leurs 2 petites filles. Emily, 3 ans, et Liliane, âgée d'à peine 6 mois. La police donne l'autorisation à Noël d'emporter des affaires pour les enfants. Un des officiers de police trouve le sac bien lourd et décide de le fouiller. À l'intérieur, il trouve qu'au milieu des vêtements du bébé, elle a glissé 4000 livres en liquide et 5 lingots d'or. Bien étrange affaire. 2 hommes portent le même nom. Le premier est retrouvé noyé dans la Manche. Le second, qui prétend le connaître, mais dit ne pas l'avoir vu depuis des mois, a pourtant été aperçu en sa compagnie quelques jours avant sa mort. Plus étrange encore, le second, Ronald Platt, prend la fuite quand la police vient l'interroger. Enfin, Noël, son épouse de 30 ans, sa cadette, a dissimulé dans le couffin de son bébé
une grosse somme d'argent et des lingots d'or. Et le butin ne s'arrête pas là. Les policiers découvrent dans son sac à main des papiers d'identité établis au nom du noyé et des certificats de naissance qui indiquent que les parents des enfants ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, David et Noel Davis, mais Ronald Platt et Helen Boyles, l'ancienne compagne du noyé. Comment la police va-t-elle éclaircir cet embrouillamini? Dans un premier temps, elle exige des explications de celle qui se fait appeler Noel Platt. Elle n'a su nous donner qu'une seule explication, qui était que lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a dû être soignée par un médecin et qu'elle avait utilisé la carte d'identité d'Helen Boyles pour bénéficier du traitement. Les policiers sont stupéfaits par leur différence d'âge. On dirait qu'ils ont 30 ans d'écart. Elle a l'air d'avoir à peine 20 ans, il a l'air d'en avoir 50. Comment ça se fait? Ils décident de l'interroger elle pour essayer de la faire craquer et ils y arrivent. Et là, ils découvrent quelque chose qui arrive même à les surprendre. Elle lâche le morceau et dit « C'est mon père ». Noël refuse d'identifier le père des enfants. Davis refuse de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Le jour de son arrestation, Davis a sur lui un certificat de naissance, un permis de conduire et une carte de crédit appartenant à Ronald Platt. Parmi ces papiers se trouve la facture d'une encre flambant neuve achetée quelques jours avant la disparition de Platt. La maison de David Davis sur Little London Lane regorge de preuves accablantes. Enveloppes de francs suisses, de livres sterling, de dollars américains, clés de coffre-fort, lingots d'or, œuvres d'art. Et au milieu d'une montagne de documents, un tout petit papier fait basculer l'enquête. Ils ont trouvé une facture qui détaillait 7 articles achetés dans une boutique appelée Sport Nautique à Dartmouth, sur le bord de mer. Parmi ces 7 articles, il y en a un qui attire leur attention, une encre de 4,5 kg. La police décide de réentendre John Kopic, le pêcheur qui a remonté à la surface le corps de Ronald Platt dans ses filets. Je n'avais pas vu l'encre tout de suite. Je l'ai remarqué seulement quand on a remonté le chalut à bord. Et c'est le lendemain que j'ai fait le lien. L'encre galvanisée de 4,5 kg retrouvée dans les filets de pêche avec Ronald Platt a peut-être servi à lester son corps au fond de la Manche avant de se détacher en remontant à la surface dans le chalut. Quand le docteur Fernando pose l'encre à côté des blessures sur la jambe de Platt, l'origine des plaies est alors évidente. Les bleus sur la hanche ont été causés par le bas de l'encre et celui de la cuisse par l'autre extrémité de l'encre. De toute évidence, elle avait été attachée à sa taille sur son pantalon ou sa ceinture. La façon dont Platt est mort semble évidente. Pour s'en assurer, l'encre et la ceinture de Platt sont envoyées au laboratoire pour des analyses. J'ai mis l'encre à ma ceinture et j'ai pu voir et sentir que ma ceinture allait subir la même déformation que celle que j'avais remarquée sur la ceinture de Platt. On retrouve un léger dépôt de fibres sur l'encre qui est analysé au microscope. C'est du cuir similaire à celui de la ceinture de Ronald Platt. Sur la ceinture de Platt, on prélève un dépôt translucide et, afin d'identifier son origine, la police fait appel à un expert en métallurgie. J'ai travaillé sur un échantillon de ceinture prélevé dans la zone du dépôt et avec un échantillon prélevé sur la surface de l'encre. Le dépôt sur la ceinture de Platt est analysé avec un microscope électronique à balayage, ce qui permet d'identifier son origine. En fait, le dépôt était principalement constitué de zinc, comme la surface de l'encre. Si on place l'encre dans cette position, les points de contact correspondent avec les blessures du défunt. L'étude de la structure moléculaire de l'encre et les marques que ces pointes ont laissées sur le corps du noyé
permettent aux policiers de prouver l'implication de David Davis dans le meurtre de son ex-ami et associé. De toute évidence, ce dernier a usurpé l'identité de Platt et l'a assassiné, lestant son corps au moyen d'une encre achetée quelques jours plus tôt dans un magasin d'accastillage. Néanmoins, des questions se posent encore aux enquêteurs. Pour quelle raison David Davis se fait-il passer pour Ronald Platt et pourquoi l'a-t-il assassiné? Ensuite, comment la dépouille de Platt a-t-elle pu être repêchée à 10 km au large des côtes anglaises? Pour le comprendre, le docteur Bob Allen, ingénieur en hydraulique, analyse l'endroit où le corps a été découvert, ainsi que les courants marins des jours durant lesquels Platt est resté immergé. Ils m'ont dit où le corps avait été retrouvé. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était où le corps était tombé dans l'eau. On a pu déterminer quels étaient les courants dans cette zone. Mais ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'était si ces courants étaient assez forts pour faire dériver le corps à eux seuls. Le docteur Allen a recours à une expérience inédite pour simuler un noyé lesté au fond de la Manche. Il attache une ancre de 4,5 kg à sa ceinture, expire tout l'air de ses poumons et s'immerge au fond d'un bassin qui recrée artificiellement l'eau froide de la mer, ainsi que les courants présents quand Platt a été jeté à la mer. L'ancre le maintient fermement au fond, ce qui signifie que le corps a été jeté là où on l'a trouvé. On a découvert que ce courant-là était en fait plus fort que tous les autres courants qu'il y avait eu dans la baie. Alors on a su que le corps ne s'était pas déplacé et qu'il avait été jeté à l'endroit où on l'avait repêché. Le voilier de Davis, le Lady Jane, est alors inspecté de fond en comble dans un laboratoire spécialisé. À l'intérieur de la cabine, on trouve quelques cheveux sur un coussin et un sac en plastique de chez Sport Nautique, la boutique où Davis a acheté l'encre. Le tout est envoyé pour des analyses approfondies. Pour relever des empreintes sur une surface non poreuse, comme un sac en plastique, les experts utilisent un évaporateur sous vide. À l'intérieur, on fait chauffer de la superglue et l'évaporation produite adhère à la graisse déposée par les doigts sur le sac. On peut alors la visualiser quand on trempe le sac dans un colorant jaune fluorescent qui révèle alors l'empreinte. L'empreinte sur le sac Sport Nautique appartient à Ronald Platt. Les analyses ADN des cheveux retrouvés sur le coussin du bateau montrent aussi que ce sont bien ceux de Ronald Platt. Ronald Platt était sur le bateau de Davis, mais rien ne relie le Lady Jane à l'endroit où la victime a été jetée à la mer. Finalement, la police examine le système de navigation du bateau, le GPS. Cet appareil enregistre les signaux de 3 satellites, ce qui permet de trianguler la position du bateau sur la Terre. Un GPS garde en mémoire l'heure et l'endroit où se trouve un bateau lors de sa dernière utilisation. Le GPS du voilier de Davis indique qu'il a éteint son système de navigation à 3,8 milles nautiques de l'endroit où le corps a refait surface le 20 juillet. La montre, retrouvée au poignet de Ronald Platt, se remonte automatiquement. Cela signifie qu'elle fonctionne encore 40 heures après avoir été immobilisée. La montre est arrêtée au 22 juillet. 40 heures plus tôt, c'était le 20 juillet. Le même jour que celui enregistré sur le GPS du Lady Jane. Mais le puzzle était encore incomplet. Qui est Davis? Quel est son mobile? Pourquoi a-t-il tué Ronald Platt? La police sait que David Davis n'est pas le vrai nom de cet homme. Mais qui est-il vraiment? Un homme qui vit en couple avec sa fille et 2 jeunes enfants à la paternité mystérieuse? Pourquoi a-t-il intérêt à assassiner Ronald Platt? Homme d'affaires à la retraite, David Davis est soupçonné du meurtre de son ami Ronald Platt, mais les enquêteurs veulent connaître sa véritable identité.
Quand il compare ces empreintes digitales à celles des fugitifs recherchés dans le monde entier, elles correspondent à celles d'un homme qui est en cavale depuis 6 ans. On a fait une touche. David Davis était identifié comme étant un des hommes les plus recherchés du Canada, à savoir Albert Johnson Walker. On savait enfin réellement qui était ce type. Albert J. Walker de l'Ontario au Canada est marié depuis 22 ans et père de 4 enfants. Il devient l'un des 10 criminels les plus recherchés au monde après avoir détourné plus de 4 millions de dollars appartenant à des investisseurs canadiens. Il était sur le point de se faire arrêter, alors il a décidé de s'enfuir du Canada et il a emmené avec lui Sheena, sa fille de 15 ans. Et il a disparu. Complètement. Enfin presque. Walker et sa fille, Sheena, vivent ensemble en Angleterre sous le nom de David et Noel Davis, mari et femme. La police canadienne était ravie. On avait Walker, on le tenait. L'excitation était à son comble. Un des policiers a décidé d'appeler la femme de Walker, Barbara, et il a été très simple, très direct. On a retrouvé Albert et on a retrouvé votre fille Sheena. Au fait, félicitations. Vous êtes grand-mère. Albert Johnson Walker, celui qui a usurpé l'identité de Ronald Platt avant de l'assassiner, a un lourd passé criminel au Canada. Ayant abandonné ses études après le lycée, il occupe des postes subalternes dans une banque. Puis, il devient guichetier. Puis, conseiller fiscaliste. Il crée ensuite son entreprise et la fait prospérer. Au bout de 10 ans, il ouvre 6 succursales à travers le pays et engage une trentaine de collaborateurs. Mais en 1986, un investissement spéculatif tourne mal. Walker arnaque plus de 70 de ses clients à hauteur de plus de 2 millions d'euros. 4 ans plus tard, alors que 32 chefs d'accusation sont déposés contre lui pour vol, fraude fiscale et blanchiment d'argent, il fuit le Canada avec Noël, la deuxième de ses 3 filles, et s'installe dans le Devon, en Angleterre. Quand Walker s'enfuit en Angleterre, il recommence les mêmes arnaques qu'il faisait au Canada et il embauche Ellen Boyce comme assistante de direction. C'était la petite amie de Platt. Quand Walker n'a plus besoin des services d'Ellen Boyce, il la paie pour qu'elle et son petit ami Ronald partent s'installer au Canada et qu'ils recommencent une nouvelle vie. Une fois Platt parti, Walker prend son identité. Mais 3 ans plus tard, Ellen Boyce et Ronald Platt rentrent en Angleterre, ce qui met en péril les projets de Walker. Il y avait donc 2 Ronald Platt et ça en faisait un de trop pour Albert Walker. Il fallait qu'il se débarrasse de son ami. Albert Walker passe à l'action quand il achète une nouvelle ancre de 4,5 kg, non pas pour son bateau, mais pour Ronald Platt. Le 20 juillet 1996, Walker invite Platt sur le Lady Jane pour une journée en mer. Avec un objet contondant, Walker assomme Platt d'un coup derrière la tête. Des cheveux et du sang sont projetés sur le sac en plastique. Walker hisse alors Platt jusqu'au pont supérieur où il glisse l'ancre sous sa ceinture et le jette par-dessus bord. Walker commet plusieurs erreurs ce jour-là. Il ne retire pas la montre de Platt qui comporte un numéro d'identification et il utilise son système de navigation GPS qui enregistre sa position ainsi que l'heure et le jour du meurtre. Albert Walker est poursuivi pour meurtre. Fait peu commun au tribunal, la fille de Walker témoigne contre son propre père. À un moment du procès, il a été révélé dans le tribunal que, de toute évidence, M. Walker et Sheena étaient père et fille, et que néanmoins, 2 enfants étaient chez eux lors de la descente de police. Le jury n'en croyait pas ses oreilles.
Le portrait qu'elle dresse de son père est des plus répugnants, ce qui n'aide pas le jury à se faire une opinion objective de Walker. Le 6 juillet 1998, il faut seulement 2 heures au jury pour décider qu'Albert Walker est coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à perpétuité. Il avait commis une grosse erreur, c'était de ne pas avoir enlevé sa montre. C'est vraiment cette montre qui nous a permis d'identifier Ronald Platt et qui a lancé cette enquête qui s'est terminée par une peine de prison à perpétuité pour meurtre. Si jamais il est libéré avant sa mort, il sera arrêté et conduit au Canada pour ses autres crimes. Albert Walker doit encore faire face à 32 chefs d'accusation pour escroquerie au Canada. Mais les autorités doutent qu'il sorte un jour de prison en Angleterre pour se présenter devant ses juges. Sheena Walker vit maintenant paisiblement avec ses enfants au Canada et elle refuse de faire pratiquer un test de paternité à ses 2 petites filles. Je crois que M. Walker est sans aucun doute le personnage probablement le plus fascinant que j'ai rencontré. Il joue parfaitement la comédie. Alors même que nous parlons, il doit mettre au point un moyen de s'évader. Et je trouve ça effrayant, vraiment. Ronald Platt, la victime, est souvent oublié. Ronald Platt avait une chance sur 1 million de refaire surface en étant pris dans des filets, alors qu'il reposait au fond de la mer à 10 km des côtes. Ce sont ces blessures qui nous ont indiqué exactement comment il avait été assassiné et comment l'encre avait servi à le lester. C'est lui qui avait rempli le document donnant comme caution David Davis, son meurtrier, et qui avait noté le numéro de portable qui nous a conduits à Davis. En réalité, tout est venu de Ronald Platt. Les cheveux qu'on a retrouvés sur le bateau, les empreintes sur le sac en plastique. C'est lui qui nous montrait qu'il avait été sur ce voilier et que c'est là que le meurtre s'était déroulé. C'est en fait Ronald Platt qui a résolu l'affaire. Quand il a émergé du fond des eaux, avec sa main tatouée, il a montré du doigt son assassin, Albert Johnson Walker. Si cette affaire ne s'était pas terminée d'une façon aussi dramatique, elle serait fascinante et pourrait donner matière à un excellent film policier. Car tous les ingrédients sont réunis. L'escroquerie, la fuite à l'étranger, l'usurpation d'identité, le meurtre et les moyens déployés par les experts pour comprendre et démonter son mode opératoire. Enfin, une ambiguïté atroce plane sur l'ensemble de ces rebondissements. Walker est-il de surcroît un père incestueux? Est-il à la fois le père et le grand-père des enfants de sa fille? Sheena Noel refuse obstinément de s'exprimer à ce sujet. En 2005, après avoir purgé une peine de 9 ans en Angleterre, Walker est transféré dans une prison canadienne et jugé pour l'avalanche de fraude qu'il a commise 20 ans plus tôt. Une condamnation à 5 ans de prison supplémentaire est symboliquement ajoutée à sa peine d'emprisonnement à vie. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.